Nous accueillons ce soir donc Michael Dudoc de Witt, que je ne sais pas si j'ai besoin de vous présenter. Je ne sais pas si le terme d'auteur est une étiquette ou une catégorie qui vous convient, dans quelle mesure. Ça, on va l'aborder. Nous allons suivre donc d'abord dans une première partie comme ça avait été le cas l'an dernier d'ailleurs, un parcours un petit peu, disons, biographique, et aborder bien sûr ces questions donc d'écriture et comment dirais-je, une manière donc de couvrir ce que ce terme peut englober. On a eu donc notamment lors du premier atelier cet après-midi un certain nombre de mentions. Il y en a eu un certain nombre donc tout à l'heure avec une nouvelle fois donc une intervention très stimulante de Georges Sifianos. Si on considère, comme certains le font de manière classique, qu'au cinéma, pour des réalisateurs, la question de l'écriture est un des versants, et que l'autre c'est celui de la réalisation, évidemment dans la première catégorie sont englobés un certain nombre de tâches, en tout cas d'étapes, et on va essayer d'évoquer ces questions-là donc tous ensemble. Bon, je ne monopolise pas la parole davantage. Juste pour lancer donc le sujet. Vous êtes né en 1953, donc aux Pays-Bas. Je vous laisse prendre le micro. Oui, c'est juste. Tout à fait. Vous avez passé votre enfance, je pense, notamment en Suisse. Non, aux Pays-Bas. Aux Pays-Bas, oui, d'accord, oui, pardon. Oui. Et vous avez par contre étudié en Suisse. C'est ça, 1 an juste. D'accord. Oui. Et vous avez ensuite été donc en Grande-Bretagne, donc suivi des études de cinéma et de cinéma d'animation, avec un film de fin d'études que malheureusement on ne verra pas aujourd'hui. Mais après ces études donc aux Pays-Bas, vous avez travaillé donc dans différents contextes et dans différents pays. Vous avez travaillé en Espagne, vous êtes installé à Londres, et vous commencez donc. Peut-être que le plus simple, c'est de vous nous disiez par quel biais, par quelles circonstances vous êtes arrivé au cinéma d'animation en tant que domaine d'études. Ok, très simple. De façon très simplifiée, je dessinais énormément comme enfant, et comme adolescent, je décidais d'aller aux Beaux-Arts. Je savais soudainement un jour que les Beaux-Arts seraient mon choix. J'aimais énormément les BD, c'était la période début des années 70 où les nouveaux styles de bande dessinée explosaient dans toutes les directions. Et aux Beaux-Arts, je réalisais tout à coup que ce qui est encore mieux, c'est la BD avec la musique, ou la BD avec le timing des effets sonores, etc. Alors soudainement, c'était évident, l'animation. Ça correspondait aussi avec mon premier visite à mon premier festival d'animation à Annecy. Et là, je regardais tous les films de tôt le matin jusqu'à après minuit. Mais il y avait aussi quelque chose d'autre qui me frappait, c'est que je regardais beaucoup de réalisateurs qui étaient là à ce moment-là, de tous les pays. Et il y avait une qualité que j'aimais beaucoup chez eux. Il y avait un esprit, une ouverture d'esprit, il y avait une certaine aise avec soi-même, une certaine ouverture vers le monde. Et tout à coup, à ce moment-là, je me suis dit, ça, voilà, maintenant j'ai trouvé ça, c'est le genre de monde dans lequel je veux vivre. J'ai étudié l'animation donc en Angleterre, pour un cours dans le sud de l'Angleterre. Et je continue ma biographie très brièvement. Tout à fait. Après ça, après les études, je voyais que j'avais du talent, mais je voyais aussi que j'avais beaucoup de limitations et beaucoup de choses à apprendre. J'ai vécu 1 an à Barcelone parce que je voulais vivre dans une nouvelle ambiance et connaître une nouvelle culture. Là, malheureusement, je parle de 78 maintenant et 19. Et là, il n'y avait pas beaucoup d'animation, mais malgré ça, j'ai pu travailler dans quelques tout petits studios d'animation et surtout vraiment absorber l'ambiance locale. Ensuite, un jour, je reçois une lettre d'un couple. Lui, il s'appelle Richard Purdom et elle s'appelle Jill Thomas. Ils étaient basés à Londres. Lui, il est américain, mais ils étaient basés à Londres.
Et ils avaient travaillé plusieurs années avec Richard Williams, qui avait son studio dans Soho Square à Londres. Et ils m'ont écrit une lettre en disant on est en train de créer notre propre studio d'animation, on veut faire des pubs, on veut rester tout petit. Mon mari est animateur, moi je suis productrice. Est-ce qu'on a vu votre film d'étudiant? Est-ce que ça vous intéresserait de travailler avec nous comme assistant freelance au début pour qu'on se connaisse un peu? J'ai été les visiter et j'ai senti tout de suite des atomes crochus, surtout avec Dick, parce qu'il était un animateur que je trouvais absolument incroyablement doué. Très dans le style de Richard Williams, ça veut dire très réaliste, mais avec toujours la compréhension du mime et du cartoon, mais quelquefois dissimulé, quelquefois plus ouvert. Alors j'ai travaillé pendant des années avec eux comme freelance et très vite d'assistant en animateur, en réalisateur, animateur, sur des pubs. Donc publicité après publicité après publicité, tantôt dans un autre studio aussi. Et là aussi, j'avais la chance, c'était une époque où les films de publicité cherchaient beaucoup de styles différents et cherchaient beaucoup d'idées nouveaux. Surtout en Angleterre, les films avaient énormément d'imagination et énormément de curiosité de créer un message original. À tel point que certains films montraient même pas la marque et le public devait deviner la marque. Il n'y avait pas dans l'animation, mais dans les posters. Donc, ce genre d'attitude, presque faire l'anti-publicité, parce qu'ils savaient que le public anglais aimait les messages un tout petit peu subtils ou dissimulés. Et là, j'ai appris très très vite, pas juste de dessiner bien sûr, ou d'adopter de nouveaux outils, mais je dirais plus que ça, de travailler avec une petite équipe, mais aussi de voir comment les gens réagissent quand on leur montre un storyboard et quand on leur montre un line test. Un line test, c'est donc une version très simple de l'animation où on voit juste la ligne de crayon sur papier. C'est pour tester que le mouvement marche bien. Et pour donner un exemple, comme animateur, on est souvent certain que ce qu'on a décidé est clair, est joli, marche, donne le message qu'on veut donner. Ensuite, on le montre à quelqu'un d'autre et la personne ne le comprend pas. Et on est très étonné pourquoi la personne ne le comprend pas. Et ça, j'ai vu fois après fois après fois avec les pubs, et souvent avec des gens vraiment intelligents, vraiment sophistiqués dans leur goût visuel, mais ils ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Avec moi, avec mes collègues, bien sûr aussi. Et très vite, j'ai appris à quel point les gens interprétaient les choses et à quel point il fallait, comme créateur, il fallait être sensible à ça. À quel point on veut que les gens interprètent ce qu'ils voient et à quel point on veut que les gens n'interprètent pas ce qu'ils voient. Et naturellement, on n'est pas dans un domaine noir et blanc là, mais on joue avec ça. On manipule en fait le spectateur de façon très subtile. Dans le timing, dans le design, dans les détails qu'on ajoute ou les détails qu'on enlève. Je dirais plutôt dans l'ensemble de tout. Donc tout ensemble, pas juste un aspect de l'animation, mais toute l'animation ensemble. Donc ça, pour moi, c'était l'apprentissage des apprentissages. En plus, on est poussé de travailler contre les deadlines, de finir à temps, de faire une animation très professionnelle qui ne sera pas vue une fois par le public, mais quelquefois 50 fois, parce que les pubs se répètent tout le temps à la télé. Et de vraiment qu'il n'y a pas de compromis, il faut finir à temps, même pas une heure trop tard, il faut finir le pub au moment qui était décidé à l'avance. Voilà, très... Merci. En bref. Tout à fait. Alors, moi, j'aurais été curieux d'en savoir plus sur votre film de fin d'études, mais on va peut-être avancer parce que le temps nous est compté. Je sais que vous avez apporté quelques-uns de ces films publicitaires. Peut-être qu'on peut voir quelques-uns d'entre eux. Donc, que vous avez réalisé au sein de cette agence, donc Purdum. Voici une toute petite sélection de 6 pubs, films publicitaires, et collés l'un après l'autre. Et je les ai réalisés, mais pour être franc, je les ai toujours co-réalisés parce que le réalisateur principal du studio, Dick Purdum, était toujours là, souvent silencieusement, mais était toujours là pour les décisions importantes. Et lui, si on parle d'une situation tradition avec le maître et le disciple, je le voyais comme un maître parce qu'il m'enseignait jamais, mais il montrait avec son exemple, avec son comportement et avec un talent qui était énorme, bon, qu'il est toujours, comment travailler, comment être professionnel, comment juger son travail, comment être humain avec les collègues, etc.
Alors, je dois juste dire un tout petit truc sur ces films de publicité. C'est pas moi qui les ai écrits, c'est pas le studio qui les a écrits, c'est l'agence de publicité. Ils viennent avec un mini storyboard pour le film. Ils disent, est-ce que ça vous intéresse? En plus, c'est souvent eux qui choisissent le style, basé sur un illustrateur ou même créé par un designer professionnel. C'est souvent eux qui choisissent la musique. Donc, tu peux croire, mais finalement, quel est notre rôle comme réalisateur? Pour moi, je l'ai trouvé énorme parce qu'il donne un tout petit storyboard vraiment très, très plat où il faut vendre le produit. Et on se dit, wow, il y a pas beaucoup, je ne vois pas beaucoup là-dedans, mais il y a quelque chose quand même. Comment est-ce qu'on peut transformer ce petit storyboard vraiment très élémentaire en quelque chose qui est vivant, qui reste idéalement un peu dans la mémoire des gens? Et là, c'est là où j'entrais, après le meeting avec l'agence de publicité, je me tire à ma table de travail et je commence à dessiner et je commence à faire un storyboard. On parlait plutôt aujourd'hui de scénario. L'agence de publicité souvent avait amené un tout petit scénario d'une demi-page ou d'une page pour un public à pas énormément à écrire. Parfois, c'était juste des croquis d'un storyboard sur une page et un meeting où on parlait de tous les détails. Donc, le scénario n'était pas vraiment important, c'était plutôt la conversation qu'on avait avant. Et c'est seulement dans le storyboard et dans l'animatique qui suit, et souvent c'était les deux en même temps, que tout à coup, que ça commence à vivre et qu'on commence à sentir qu'est-ce qu'on voulait raconter. You may think just because I'm hard-boiled I have no feelings, that for me, one salad cream is much the same as another. But deep down inside, I'm a softie. I want the better things in life. A touch of luxury, a little finesse. I want to be spoiled, flattered, pampered. Must I go on? You want me to crawl, is that it? Oh, to think I could have ended up in an omelette. I'd have had company, been among friends. Are you going to sit there and watch a boiled egg crack? Or are you going to serve it Heinz, the salad cream supreme? Alan? It's only me. Are you ready for me yet? How long has it been? 9 years. No, not ready. Must we wait so long? There is one malt whiskey that still sleeps only in sherry cask for 10 whole years before it's allowed out to meet the bottle. Macallan? Yes? Oh, nothing. Noah didn't save quite enough for that rainy day, so he could only build an ark big enough to fit half the animals, one by one. Luckily, with Twice as Nice, the new game from the National Lottery, as well as matching 3 for a cash prize, you can match 4 and win twice that amount. So Noah was able to build a bigger ark to fit all the animals 2 by 2. Now he's scratching for the grand prize game. There's just no pleasing some people. Twice as Nice from the National Lottery, the best instant game since the ark. Only smarties have the answer. Bon. Donc je crois que c'est une sorte de résumé peut-être de plus d'une décennie de travail, j'imagine, effectivement, donc, dans ce domaine de l'animation publicitaire. En 1992, vous réalisez un film donc, qui s'appelle Tom Sweep, qui est en fait un pilote d'une série.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené donc, sur ce projet? Oui, très brièvement. En fait, j'aimais beaucoup faire ces pubs. Et quelquefois, quelqu'un disait est-ce que tu ne te sens pas comme une prostituée de faire des films publicitaires? Pas du tout. Je trouvais qu'il y avait beaucoup d'exploration artistique là-dedans. Et en plus, j'aimais travailler avec des collègues. Mais il y avait une autre partie de moi qui commençait à être de plus en plus frustrée parce qu'il y a quand même un désir de faire ton propre projet où personne ne dit quel est le message ou quelle est la direction que tu dois prendre. Alors, je dessinais des storyboards, j'essayais de trouver des gens intéressés. J'étais au Canada, l'ONF, j'ai essayé le Channel 4, j'ai essayé le BBC et plusieurs sources. Et il y avait quelquefois des réactions encourageantes, mais jamais suffisamment fortes pour que je puisse avoir les finances pour un film. Et à un moment donné, je commençais à désespérer quand j'ai conçu l'idée pour une série pour la télé, mais je parle vraiment d'une toute petite série de 13 fois 2 minutes et demie. Donc, autrement dit, que je pouvais presque traiter comme un film personnel parce qu'elle est suffisamment petite pour que je puisse faire presque toute l'animation et écrire toutes les histoires et faire le design. Et l'avantage d'une série, c'est qu'elle a une valeur commerciale, donc ça serait peut-être plus facile de trouver des investisseurs. En plus, je me disais, si la série a un message qui peut être utile, et dans ce cas-ci, je choisissais le message de l'environnement, qu'il faut être plus responsable pour son environnement. Je me dis, peut-être que la série peut même être intégrée dans quelque chose de plus grand, des produits dérivés qui servent à ce message d'une manière ou l'autre, donc qui pourrait augmenter ma chance de trouver quelqu'un qui finance mon projet. Il s'agissait donc d'un projet pour une durée très, très restreinte. Le film fait 2 minutes, je crois, c'est ça? Donc il s'agit d'épisodes de 2 minutes? 2 minutes et demie, c'est ça. Purement pour pouvoir contrôler la taille. Alors j'ai conçu, à ce moment-là, l'histoire et le design pour une série que j'aimais bien. Et je commençais à chercher autour de moi, y compris à Annecy, si quelqu'un serait intéressé. Quand tout à coup, le studio avec lequel j'ai beaucoup travaillé, vous avez vu les pubs, là, Richard Burdon Productions, disait, écoute, on aimerait bien financer une pilote pour toi, si tu veux. Et avec ce pilote, tu vas chercher plus loin. Mais nous, on finance le pilote. Comme ça, tu restes avec nous parce qu'on est une bonne équipe et en attendant que le pilote trouve des investisseurs, tu peux continuer à faire des pubs avec nous, etc. J'étais très enthousiaste, alors j'ai fait le pilote avec eux. Alors cette série ne s'est pas faite, je crois. Cette série ne s'est pas faite, non. Finalement, j'ai amené le pilote à 2 endroits, le Forum Cartoon, et un endroit vraiment, dans mes circonstances très désagréables, le MIP à Cannes, où j'étais vraiment un poisson hors de l'eau. Et finalement, j'ai malheureusement jamais vraiment pu trouver les moyens de financer ce pilote. Mais donc, peu de temps plus tard, donc, vous avez eu l'occasion donc, de rejoindre le studio Folimage avec un autre projet. C'est l'époque donc, où ce studio français a initié donc, dans la première moitié des années 90 un programme de résidence européenne donc, pour des auteurs, donc, des réalisateurs porteurs d'un projet personnel qu'ils souhaitaient réaliser. Et donc c'est ce qui donnera le film qui s'appelle Le Moine et le Poisson. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes entré en contact avec eux? En fait, c'était très simple. Non seulement le pilote que vous venez de voir n'arrivait pas à exciter des investisseurs, mais en plus, il n'était pas sélectionné pour Annecy et j'étais assez déprimé. Et à ce moment-là, je recevais une brochure dans la boîte aux lettres, justement, du studio Folimage qui disait « On a une nouvelle initiative, on invite un animateur 2 fois par an, donc chaque 6 mois, on invite un animateur à faire son film chez nous. On lui donne tous les moyens de faire le film. Il y a quelques restrictions. Le film ne doit pas dépasser une telle longueur, doit être fait en 6 mois, ne doit pas être en langue verbale. Et si vous êtes intéressé, envoyez un storyboard et on fera une sélection à telle et telle date. Et à ce moment-là, je me suis dit,
je vais créer quelque chose qui plus que Tom Sweep, le pilote, qui vient de mon cœur, et ça va vraiment indiquer si je dois rester dans le métier ou pas, et si ça ne marche pas, si je reste dans le métier, que je dois accepter faire des choses commerciales pour le reste de ma vie. C'était une sorte de tournant dans ma vie, et j'écrivais un storyboard dans mon temps libre, exactement comme je voulais le faire, sans penser à autre chose. Je pensais déjà à la musique, et l'histoire était très très claire dans ma tête. Je ne me rappelle même pas l'avoir inventé, ça sortait tout seul. Et je l'ai envoyé, j'ai envoyé le storyboard à Folimage, et non seulement il était sélectionné, mais sélectionné avec enthousiasme. Et alors soudainement, je retrouvais le courage de vraiment y aller, de continuer à faire mon propre travail. J'ai passé un peu plus que 6 mois à travailler sur ce film à Folimage. C'était l'extase, j'étais super heureux, c'était une super ambiance, mais aussi je faisais mon film, et après 10 ans de pub, plus que 10 ans de pub, c'était une joie tout à coup de tout décider soi-même. C'était parfois un peu difficile parce que j'avais pris des mauvaises habitudes de compter sur des étapes, de montrer les line tests à une sélection de personnes. Mais là, tout à coup, je pouvais tout décider moi-même. Et il se trouvait que c'était facile parce que je sentais le film vraiment dans mes doigts. Le style technique était déjà exercé sur un pub, l'histoire était dans mon cœur, tout tombait en place, quoi. Et je vais vous montrer le film maintenant. Donc ce film, ce tournant, enfin c'est le premier film d'auteur dans votre parcours, c'est en soi je trouve une coïncidence assez belle d'avoir l'occasion de le montrer ici, dans un cadre comme celui-ci. C'est soit dit en passant, bien sûr. On trouve bien sûr un certain nombre de choses qui, je pense, sont assez claires en termes de continuité par rapport aux pilotes qu'on a vus juste avant, et qui sont reconnaissables, je veux dire, qui marquent une patte qui est la vôtre, je pense, en termes graphiques, en termes de dynamique du mouvement, d'utilisation, effectivement. Enfin, une patte immédiatement reconnaissable. Alors après, sur l'écriture, le choix de la Folia de Corelli comme point de départ dicte un certain nombre de choses. Je dirais qu'en termes de conception, de structure, on trouve quelque chose qui va se retrouver ensuite dans votre travail, c'est-à-dire la définition d'une ligne, d'une structure élémentaire, et puis un principe de variation, je dirais, quelque chose qui relève de l'ordre de l'exploration effectivement d'une norme de variation, avec donc pour le cas de Tom Sweep, donc différentes cas de figure, avec donc la poubelle et quelque chose qui est voué à s'y retrouver, et puis ici donc différentes situations entre le moine et le poisson qui mènent littéralement effectivement à une chute à chaque fois, avec malgré tout déjà dicté par la musique de départ, quelques moments qui sont un petit peu différents. Donc il y a la scène d'étude du moine dans la bibliothèque, la scène avec donc nocturne, où on le trouve songeur donc dans son lit. Qu'est-ce qui vous a amené donc d'une part donc à partir de ce morceau de musique, et d'autre part à construire ce discours-là finalement, c'est-à-dire cette poursuite et cette rencontre entre ces deux protagonistes? Le chemin, je crois. En fait, c'est une histoire linéaire. Et je parle du film Le Moine et le Poisson, mais je parle aussi de mes films que j'ai fait à la suite. C'est des films qui parlent d'un chemin linéaire, dans le sens qu'on ne fait pas de flashback, etc. D'une part, et la répétition. Je trouve la répétition magique, et en fait on raconte tout le temps la même chose, mais chaque fois avec une nuance qui évolue, et je le vois un peu comme on vit nos jours. Nos jours sont répétitifs, on vit chaque fois un jour, tous les jours on se réveille, on vit la journée, on s'endort, mais chaque jour est de nouveau différent de la précédente. Donc c'est un peu la même structure de cette façon-là. En plus, ce que je voulais exprimer très clairement dans ce film, c'est la fin. C'est venu en premier, cette espèce d'union sereine à la fin m'attirait tellement à exprimer. Je me disais, ça c'est ce que je vais faire. Je vais faire un film sur ce genre de qualité.
Mais on ne peut pas juste raconter ça parce que ça tombe un peu à plat. Si un public regarde ça, il n'y a pas de contexte. Alors il faut l'introduire, cette fin. Il faut voyager vers cette fin. Et pour voyager, il faut quelque chose d'excitant qui demande, où le film demande au spectateur de sentir l'empathie. Donc c'est très vite tomber ensemble. Il faut une suspense, donc il faut une chasse. A est en train d'essayer d'attraper B. Et alors quand on a bien compris qu'il y en a un qui veut attraper l'autre, à ce moment-là, on est prêt pour une nouvelle tournure dans l'histoire. Et ça, c'est la fin. Donc c'est comme ça que j'ai un peu conçu la structure qui n'est pas nouveau, qui est très, très classique. Ce qui est nouveau, c'est peut-être cette fin, justement, je dirais. Voilà, c'est vrai que... la version classique, c'est un gag à la fin. Oui. Et ce qui est nouveau là, c'est que c'est justement pas le gag et pas l'excitation qu'on a vu avant. Et pour le côté répétitif, la folie a été évident un choix à faire parce que c'est tout le temps la même mélodie qui est répétée, mais avec des variations chaque fois, qui a été composée par un tas de compositeurs, des grands Bach, Rachmaninov, Marin Marais, Corelli. Mais à la base, la mélodie vient du Portugal ou de l'Espagne, je ne suis pas sûr, et qui est très ancien. Ce qui est intéressant, c'est que des compositeurs fassent leurs variations sur le même thème tout le temps. Merci beaucoup. On va avancer et on reviendra, je pense, aussi sur un certain nombre de constantes qu'on aura pu à nouveau donc trouver ce soir donc dans ces films-ci. Votre film suivant, c'est Father and Daughter. Donc ça, c'est un film qu'on ne présente plus, je pense, mais Le Moine et le Poisson non plus d'ailleurs. Mais après donc cette première étape en tant qu'auteur, vous avez mis plusieurs années donc à travailler donc sur votre film suivant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qui vous a amené donc à ce travail-là, sur ce projet-là précis, donc une fois de plus sur ces protagonistes-là, ces situations et ce récit-là, disons. Le genèse de Father and Daughter, en fait, était bref et merveilleux et simple. Je cherchais une idée pour un film. J'étais en train de travailler sur une autre idée pour un autre film, qui était une idée qui n'arrivait pas à mûrir. Et ça me frustrait. Et j'étais quelque part où j'ai vu des très jolis films polonais, très poétiques. Et ensuite, en revenant de cet endroit, j'étais sur l'autoroute, dans la voiture, et je me disais, en fait, j'oublie la poésie dans le film, c'est quelque chose de poétique que je veux. Et ensuite, je me posais la question, mais en fait, qu'est-ce que je veux vraiment, vraiment, vraiment? Et j'avais jamais aussi clairement, vraiment consciemment posé cette question avant. Et la réponse venait étonnamment vite. Ensuite, la question suivante était comment est-ce que je peux traduire ça dans une histoire? La réponse venait vite. Et comment je peux habiller cette histoire? Ça serait dans quelle ambiance, dans quel endroit ou quelle époque ou quel feeling, etc. Et là aussi, la réponse venait vite. Et je crois qu'en 3 ou 4 ou peut-être 6 ou 7 minutes, toute l'idée était là. Je crois que le fait d'être seul dans la voiture sur l'autoroute et d'avoir le paysage se déplacer lentement à gauche à droite, ça aide à se concentrer sur des pensées très précises. J'ai essayé depuis, ça n'a pas marché, mais à ce moment-là, à ce moment-là, c'était un moment. Évidemment, ceux entre vous qui sont créatifs, ce qui est probablement tout le monde d'une manière ou l'autre, quand on a une nouvelle idée, c'est un moment très extatique. Alors là, l'expérience disait merveilleux, mais attends d'abord, dors une nuit, dors plusieurs nuits, attends même une semaine, regarde si l'idée survit ce temps, parce que un film, c'est un sacré investissement. La bonne nouvelle, c'est que non seulement l'idée survivait plusieurs jours, mais devenait encore de plus en plus solide et plus concret. Et c'était très peu après que j'ai commencé, tout de suite, j'ai commencé à en parler à une productrice avec qui je travaillais à ce moment-là. Je disais, j'ai une idée pour un film, on laisse tomber l'autre que je suis en train d'écrire. J'aimerais que tu écoutes cette idée-ci et que tu me dis si tu crois qu'on peut trouver de l'argent. Et elle s'appelait Claire Jennings et sa réaction était positive. Et les choses sont très vite enchaînées après ça. Alors là aussi, il s'agissait sans doute
peut-être dans ce défilement d'une forme de répétition magique, comme vous disiez tout à l'heure. C'est un film donc qui va très loin, je pense, dans l'épure, je dirais, dans la recherche de la plus grande simplicité graphique, mais donc qui est tout sauf simple à mettre en place. Il était question tout à l'heure d'intelligibilité, enfin, d'images intelligibles ou sensibles, et je pense que c'est déjà le cas dans Le Moine et le Poisson. Sans être sûr d'avoir bien cerné les enjeux de cette distinction, j'ai l'impression qu'on a les deux. C'est-à-dire qu'on a à la fois des images sensibles et des images intelligibles, et donc peut-être que le plus simple c'est de voir le film d'abord et d'en parler ensuite. Si on découpe l'ensemble des étapes de la création d'un film d'animation comme en tant que travail individuel entre d'un côté donc l'écriture, de l'autre côté la réalisation, comme de manière un peu brutale j'essayais de l'évoquer tout à l'heure, tout ce qui relève de la conception, de la structure, donc en incluant bien sûr donc le travail qui sera celui du scénario pour une continuité verbale et qui peut aller jusqu'au storyboard donc pour une continuité graphique, je pense peut-être englobé sous le terme d'écriture. On retrouve dans ce film un certain nombre d'éléments en termes de structure qui étaient déjà présents dans Le Moine et le Poisson, notamment ce principe, donc cette structure, cette trame élémentaire d'une situation qui donne naissance à une série de ce que moi j'appellerais une série de vignettes, c'est-à-dire effectivement une série donc comme des strips en BD pourraient proposer effectivement une logique de variation avec une chute, et puis l'ensemble servant effectivement à parvenir donc à un point final qui est, je pense, là aussi une sorte de préalable à la conception de l'ensemble. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être comment vous avez conçu cet ensemble-ci? Oui. Bon, tout à l'heure, je disais que le moment crucial à l'origine de ce film, c'était me demander ce que je voulais. Et la réponse était ce que je voulais exprimer le plus, mais je ne pouvais pas m'imaginer un meilleur sujet. C'était le désir profond. Il n'y a pas un mot parfait pour ça, même pas en anglais, mais en anglais on dit longing ou yearning. Ça veut dire pas un désir pour quelque chose qui est dans le proche futur ou une proche distance, mais quelque chose qui est profond et qui est tellement profond quelquefois qu'on ne sait pas pourquoi elle est. On sait juste qu'il y a le désir. Une forme peut-être d'aspiration oui, absolue. Ça c'est pas mal, oui. Ça, en fait, c'est même très bien. Et et ça, je disais, c'est une souffrance et en même temps c'est très beau et ça se contredit pas. Et ça pouvait être symbolisé par le désir qu'un enfant a pour son parent. Je vois autour de moi, et je le reconnais en moi-même aussi, que ce désir continue toute notre vie en soi, même si nos parents sont vivants et pleins d'amour. C'est pas ça, c'est une sorte de symbole. Et ça c'est évident avec un enfant, mais ça reste en nous. Et je trouvais que ça serait une bonne façon de symboliser ce longing. Entre parenthèses, ici, il y a une page du storyboard, juste au cas où ça vous intéresse, c'est un crayon sur papier. L'autre chose que j'étais semi-conscient à l'époque de ce que je vais dire, et maintenant j'en suis très conscient, c'est qu'il y a quelque chose de très beau de finir une histoire avec union. Et pour finir une histoire avec union, donc il faut créer une histoire où il y a la séparation. Donc en fait, le thème, c'est séparation suivie par union. Ça sonne abstrait, mais en fait, on le vit tous les jours et des millions et des millions d'histoires ont le même thème. On peut même être un peu plus précis dans l'histoire de Father and Daughter, quelque chose qu'on connaît tous aussi, c'est que l'histoire commence avec une union inconsciente. Une fille avec son père, elle est unie avec son père, mais elle ne réalise pas qu'elle est unie avec son père, parce que c'est comme c'est naturel. Et c'est seulement quand ils se séparent qu'elle réalise, dans la séparation, elle réalise qu'elle était unie avec son père avant et qu'après elle doit vivre le sentiment de séparation. Donc, et ça finit de nouveau avec l'union. Donc en fait, le thème de Father and Daughter, c'est
l'union inconsciente, la séparation consciente et l'union consciente. Et là aussi, j'ai horreur d'être abstrait et philosophique, mais je crois vraiment que c'est quelque chose qui est tellement ordinaire et tellement quotidien et tellement naturel pour nous tous que c'est presque même pas on n'en a même pas besoin d'en parler, tellement on le vit tout le temps. Donc c'est comme ça que je sentais ça quand j'écrivais l'histoire, je sentais ça ce que j'aime. C'est seulement après avoir fini le film que je le voyais plus clairement. Pour venir à l'essence de création, en fait, il y a juste une sorte de compulsion de créer, dans le bon sens du terme. Mais bon, dans les deux sens du terme, c'est aussi négatif, mais c'est aussi agréable. Il y a juste un désir de créer, et c'est ça qui pousse, en fait. C'est aussi simple que ça. Et ça s'habille avec de différentes façons, dans la musique, dans la danse, dans la cuisine, même dans le jardinage, n'importe où, de la façon dont on arrange notre chambre à coucher, même. Mais dans mon cas, je voulais être très spécifique avec l'animation, tout simplement parce que j'aime dessiner et il se trouve que j'avais dévoué ma vie à faire ce genre de métier. Mais si je ne pouvais plus faire l'animation, je sais que je peux créer d'autres façons. Peut-être je serai le seul membre du public qui l'apprécie, mais c'est la création quand même. Et c'est une compulsion qui est très, 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 très belle parce que quand tu le vis, quand tu le réalises, tu sens que tu vis ton potentiel en plein. Et ce que beaucoup de gens qui font pas l'animation ne réalisent pas, c'est que quand ça marche pas, pour une raison ou l'autre, c'est très très pénible et il y a une très grande souffrance. Quand tu développes un film et tu peux pas le financer, ou quand tu travailles un film et il n'arrive pas à sortir comme tu le veux, ou quand le film est presque fini et il y a un énorme problème avec la musique, n'importe, tu souffres mais c'est une énorme souffrance. Oui, je vois Florence qui sourit. Non. Non, mais tous les animateurs connaissent ça et je ose même dire que beaucoup d'artistes connaissent ça dans le métier. Beaucoup de gens idéalisent le métier artistique parce qu'on voit les résultats positifs et on ne voit pas les échecs. Et le nombre de collègues qui, comme moi, ont des scénarios dans des tiroirs ou des storyboards dans des tiroirs qui n'ont jamais été réalisés en film, qui ont passé des semaines ou des mois dessus et sans que ça a mené vers un beau projet, vous serez étonnés combien de gens ont des films inachevés. Donc cette compulsion, j'ai la chance de pouvoir le vivre consciemment et de l'exprimer dans un art. Et pour moi, le désir le plus grand, c'est d'utiliser un art comme un chemin. Comme une façon d'aller vers quelque chose. Et aller vers quoi, je ne peux pas le dire en mots. Si je pouvais, je le ferais. Je le ferais en poème ou parole pour une chanson ou je ne sais pas quoi, mais je ne peux pas. Ma façon de le faire, c'est de l'exprimer dans le langage cinématographique. Donc pas juste le dessin, mais aussi le timing et l'élégance de chorégraphie et le choix de musique, etc. Et oui, en fait, c'est ça que je veux dire. Ça, c'est l'essence de la création. Merci. Peut-être de manière un peu plus concrète sur ce film-ci, au Japon, par exemple, il est d'un usage assez courant de considérer que le scénario d'une part et le storyboard de l'autre sont les deux versants d'un même travail. L'un étant une continuité textuelle, l'autre la même continuité sur le versant visuel. Je crois que sur ce film, vous avez travaillé de manière centrale sur le storyboard, donc si on garde ce terme-là, ou sur la continuité graphique, comme la première manière de construire la structure même de votre film. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail sur le storyboard qui a duré assez longtemps, je crois? Oui, j'ai pris assez longtemps pour faire le storyboard parce que je voulais d'une part décrire toute la vie d'une personne et d'autre part je voulais pas que ce soit un film très occupé et très actif. Je voulais qu'il y avait une qualité de silence et de sérénité et les deux se contradisent et alors je devais vraiment mesurer chaque dessin, chaque idée, chaque détail qui finalement je rejetais parce que c'était superflu. Et ça prenait pas mal de temps. Avant ça, j'avais écrit un synopsis, une sorte de scénario en juste une page,
partiellement pour satisfaire aux producteurs, parce que c'est ce qu'ils demandaient. Je trouvais ça tout à fait raisonnable, donc il n'y a pas de problème. Mais entre-temps, je suis pas du tout verbal dans l'écriture, verbal du tout. Mais entre-temps, j'avais découvert que quand même, que quand on écrit quelque chose, il y a tout de suite déjà quelque chose qui évolue. Après avoir écrit un synopsis, même une demi-page, mais certainement un scénario, à la fin, ton film est devenu plus conscient et plus précis. Et il y a des idées que tu aimais beaucoup qui commencent déjà à tomber, et il y en a d'autres qui commencent à naître. Donc je voyais qu'il y avait un avantage de quand même mettre quelques mots sur page. Mais en résumé, c'est dans le storyboard que vraiment la création se passe. Et le storyboard, c'est un plaisir et c'est une richesse incroyable. Un truc que je fais typiquement, que je sais que certains collègues font aussi, une fois que les dessins sont faits, ou disons une partie du film est faite en petites vignettes, en petits dessins, tu les mets sur une grande surface, par exemple sur le mur, et tu suis la continuité des images un peu dans la vitesse que tu aimerais que le film soit. Donc, en fait, tu lis déjà le film sur le mur. Tu t'arrêtes un peu plus longtemps sur une image que l'autre. Dans mon cas, je savais la mélodie, donc je sentais dans ma tête la mélodie. Donc, en fait, je voyais déjà le film, sauf les petits mouvements d'animation. Je voyais le langage du film, je voyais les mouvements de caméra. Et c'est comme ça que je pouvais m'imaginer si la narration était solide ou faible. Une fois que et je faisais tout le temps. Une fois que le storyboard était fini et j'étais vraiment heureux avec, je suis resté très fidèle parce que je l'avais vraiment bien réfléchi. Dans ce cas-ci, complètement seul. À un moment donné, j'ai demandé l'avis de collègues. À un autre moment, j'ai demandé l'avis de ma femme et j'avais une petite fille. On avait une petite fille de 4 ans et je demandais son avis. J'ai bien dit, écoute, tu sais, c'est l'histoire d'un papa et sa petite fille, mais c'est pas nous. C'est inventé comme histoire. Toi, tu n'es pas la fille et moi, je suis pas le papa. Et en lisant ses réactions, j'apprenais aussi à quel point c'était clair comme histoire ou pas. Donc, et ça, je crois que beaucoup de mes collègues connaissent ça. On invite du feedback, on invite des réactions, mais très, très soigneusement choisies. Parce qu'il y a des collègues super, super doués, super intelligents, qui peuvent donner du feedback de façon un peu dominante, ou pas compris, ou pas... qui sont un peu en compétition avec toi, etc. Et c'est justement pas ça que tu veux entendre. Tu veux quelquefois juste voir un tout petit mouvement dans les yeux de quelqu'un, et même pas de parole. Mais c'est ça que tu choisis soigneusement et que tu observes, et après tu demandes des petites questions comme par exemple, est-ce que tu as compris cela? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, etc. Sans feedback, j'avais déjà appris avec les pubs, si on ne demande pas de commentaires du tout de personne et on commence à faire le film, bonne chance. Si tu as beaucoup de talent, fabuleux, et tu le fais et c'est magnifique. En réalité, les talents qu'il faut pour faire un film sont tellement variés, sont tellement riches, il y a tellement différents aspects que tu ne peux pas t'imaginer que tu es assez doué pour contrôler tous ces talents. Donc, tu crois que tu peux bien dessiner, mais si un certain dessin n'est pas clair pour quelqu'un d'autre, tu dois l'entendre. Tu crois que tu as un bon sens de timing, si quelqu'un dit « Ah, c'est ça que tu veux dire? Ah, moi j'avais compris quelque chose d'autre. » Alors, il y a quelque chose que tu dois entendre. Donc, autrement dit, le feedback est super utile. Et ça ne veut pas dire que c'est un compromis de tes idées. Tu écoutes et tu fais une distillation et tu en tires les conclusions et tu continues. Et quelquefois, tu entends des choses que tu n'aimes pas entendre, mais ça, tu le fais aussi quand tu es seul. Tu rejettes des idées que tu aimais avant et après, le lendemain, tu dis « Je crois que je dois laisser tomber cette idée. Je l'aime beaucoup, mais elle entre pas dans l'histoire. » Merci beaucoup. Je crois que l'ensemble de ce que vous avez décrit, aussi bien dans l'importance de ce travail graphique pour vous-même, pour la structuration, la construction du récit, et à la fois donc pour obtenir un retour tiers. Je crois qu'on est vraiment au cœur de ce qu'on peut décrire effectivement du terme d'écriture pour la création d'un film. On va... Un court métrage. On va y venir effectivement. Comme le temps nous est compté et que je pense que ce serait bien qu'on puisse effectivement avoir quelques questions et un échange avec la salle, on va avancer. Votre film suivant,
et c'est très frustrant d'avancer parce qu'il y a beaucoup de choses qui seraient à évoquer autour de ce film-ci. Il y a sur ces deux versants, donc de l'écriture et de la réalisation, vous le disiez, il y a des choses qui n'étaient pas totalement fixées dans ce travail sur le storyboard. Par exemple, si on réfléchit en termes d'acting, moi ce qui me frappe toujours dans ce film-là, c'est lorsque le père descend et puis finalement il remonte. On est dans une narration qui est sans parole et il s'agit de faire saisir l'importance d'une situation donnée, et donc on y arrive effectivement par des biais qui sont des biais visuels, que ce soit celui-ci, que ce soit ce qui relève ensuite de la fin du film. Donc typiquement je dirais ça relève de la réalisation, c'est-à-dire à l'intérieur d'un plan donné, comment est-ce qu'on fait passer le message. Mais la structuration elle-même, l'intention, je pense se trouvait déjà dans le storyboard. Donc excusez-moi, le film suivant donc dans votre parcours, c'est un film un petit peu surprenant pour ceux qui ont suivi donc votre parcours sur les films précédents. Ce film s'appelle The Aroma of Tea, donc c'est un film qui à la fois explore une autre veine, je dirais peut-être plus abstraite ou plus expérimentale, et en même temps reste dans une logique qui est figurative. Est-ce que vous pouvez nous dire peut-être un mot sur ce film et la manière dont vous l'avez conçu? Oui. Ah non. Oui. Là-dessus. Je serai très bref. Ça, c'est pur intuitivement. Là. Entre parenthèses, je crois qu'une grande partie de nous créés intuitivement se pose pas trop de questions. Mais parce que ça dure tellement longtemps comme projet chaque fois, pendant l'écriture et surtout pendant l'animation et surtout après quand on voit le film fini, il y a beaucoup de choses qui deviennent conscients verbalement, qui étaient avant ça intuitif, très clair intuitivement, mais on n'est pas capable de les exprimer verbalement. Et chaque fois quand on fait un film, chaque fois on comprend un peu mieux pourquoi on crée, qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce que c'est de créer, qu'est-ce que c'est d'être original, etc. Et là, c'était vraiment purement intuitivement, dans le sens que je veux juste le faire. C'est tout, je veux juste le faire. Ça serait la meilleure expérience de ma vie de faire ce sujet, ce style, cette technique, et de le faire seul. Un petit film tout simple, où c'est juste un pinceau sur du papier, et avec de l'encre sur du papier, je le filme. Il y a une magnifique musique, magnifique, que je connaissais, que pour une fois qui n'était pas écrit pour le film, mais qui existait déjà. Et c'est tout. Ici, et c'est semi-expérimental, semi-narratif, pas très narratif. S'il y a des membres du public qui n'aiment pas tellement, naturellement, je veux qu'il y ait un public, en tout cas un pourcentage du public qui aime. C'est évident, mais je sais de beaucoup d'expériences dans les festivals d'Annecy qu'il y a toujours une partie du public qui n'aime pas tellement les films non narratifs ou expérimental, et tant pis, parce que tant qu'il y a quelques personnes qui vont l'aimer, ça sera bien. Ça paraît assez égoïste, mais en même temps, c'est que je voulais vraiment être très 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 pur là et suivre mon intuition. Alors l'encre, finalement, je choisissais, au lieu de choisir l'encre noire, par expériment, j'ai choisi d'utiliser du thé très concentré, très très concentré, en une liquide épaisse, presque comme du miel liquide. Et donc je faisais juste bouillir beaucoup de thé jusqu'à ce que ça devenait une liquide épaisse, pour la raison que j'aimais l'idée et que j'aimais aussi la texture et la couleur, tout combiné. Je voulais être puriste, je voulais utiliser du thé avec rien d'autre dedans, donc juste thé et eau, pas de produits conservateurs. Mais alors le liquide moisissait tout le temps. Après 2-3 jours, ça moisissait. Donc chaque fois, je le mettais dans le micro-ondes pour tuer ce qui vivait, enlever une couche de moisissure et continuer avec le même liquide, ce qui n'était aucun problème, mais c'était juste une expérience inattendue. Entre parenthèses, l'odeur, c'est pas une odeur de thé, c'est une nouvelle odeur que je ne connaissais pas, qui est en fait très très bon odeur, très riche, qui n'a rien à faire avec du thé. On retrouve dans ce film cette notion ou cette notion clé de cheminement que vous avez évoquée tout à l'heure, et poussée cette fois-ci dans une forme d'épure d'ordre, disons, symbolique, je dirais presque mystique.
Comment est-ce que vous avez travaillé sur ce film? Est-ce que vous avez, par exemple, utilisé l'étape du storyboard comme précédemment, ou est-ce que vous étiez dans une exécution directe? Là, j'ai fait une storyboard aussi, en tout cas pour moi, mais aussi pour attirer l'investissement. C'était un film pas cher. Je l'ai fait seul chez moi pendant quelques mois. Comme vous pouvez vous imaginer, il n'y avait pas d'écriture verbale parce que ça n'aurait rien donné, en tout cas pas, peut-être en forme de poème, mais pas dans mon cas. Je suis inspiré par la calligraphie de l'Extrême-Orient, purement la beauté de la calligraphie. Ce que les caractères veulent dire n'est même pas important. C'est la simple beauté de la calligraphie traditionnelle. Donc c'était juste la beauté de ça que je voulais interpréter de ma façon occidentale, normale, naturelle, dans un film. Une fois que le film était fini, que je l'ai montré à quelques personnes proches de moi, j'espérais que quelques personnes diraient « Ah oui, j'ai beaucoup aimé », mais à ma grande surprise, la majorité a dit « Attends, explique-moi, je ne comprends pas. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas. » En fait, ils cherchaient trop. Je découvrais très vite qu'ils cherchaient trop de symbolisme ou trop d'histoire, quand en fait, je voulais juste célébrer la simplicité d'un mouvement, d'une musique et d'un art graphique. Et ensuite, en réfléchissant, je me suis dit, j'ai pensé à ces personnes qui ont réagi comme ça, et je réalise que ces personnes n'iraient pas non plus à une exposition moderne ou très moderne d'art moderne, parce que c'est pas dans leur vie. Ils seraient peut-être émerveillés s'ils allaient, mais c'est pas leur coutume. Donc en fait, je réalisais qu'il y avait un grand pourcentage de public qui s'y attend tellement à voir une histoire qu'ils sont confus quand il y en a pas ou quand il y en a presque pas. Ce film, moi, m'apparaît comme un exercice plus rapide, plus léger que vos films précédents, et inscrit dans une recherche comme ça purement esthétique, qui, moi, me rappelle une expression réhabilitée par Marcel Jean, donc dans le livre du même nom, qui s'appelle le langage des lignes, c'est-à-dire cette idée que dans le trait, il y a une forme de vie propre, c'est-à-dire l'épaisseur changeante du coup de crayon ou du coup de pinceau, tout ce qui se trouve déjà, bien sûr, en termes esthétiques dans vos films précédents, que ce soit donc le travail à l'aquarelle sur le modèle poisson ou cette technique inspirée du lavis avec le fusain pour Father and Daughter, tout ça c'est déjà évidemment présent, mais là mené à une forme, donc je dis peut-être à une forme d'extrême, je dirais. On va peut-être évoquer de manière très brève le travail que vous réalisez donc depuis, puisque le temps va commencer à nous manquer. Je pense que il y a eu un certain nombre d'annonces qui font que la plupart d'entre vous savent que donc vous travaillez, Michael, donc sur un projet de long métrage. Il ne s'agit pas d'évoquer concrètement de quoi il s'agit, puisque ça c'est quelque chose qui est encore en cours, mais en termes d'écriture, de conception, de structure, de mise en forme, est-ce que vous pouvez nous parler peut-être des différences que représente le format ou l'envergure du long métrage par rapport à l'ensemble de vos travaux précédents? Ok. Bon, beaucoup de choses que je viens de dire ce soir, en fait, ne s'appliquent pas au projet que je vis maintenant, parce que j'ai passé environ 5-6 ans à développer un long métrage. J'écris l'histoire, j'ai écrit le style graphique, et c'est très très différent. Je savais à l'avance que ce serait différent parce qu'un long métrage a déjà toute autre demande, mais là l'expérience m'a montré que c'est encore plus différent que je croyais que le court métrage. Une chose par exemple, un souci que j'avais dès le début, c'est que je voulais écrire l'histoire pour un long métrage qui serait vraiment dans le style d'un film d'auteur, donc un film personnel qui n'est pas le grand blockbuster,
mais une vision personnelle, et en même temps, quand même, que ce serait un film qui ne serait pas vu par 200 personnes dans un festival et ensuite qui partirait dans l'obscurité. C'est un film qui a une belle histoire, qui attire toutes sortes de publics, de toutes sortes d'âges. Donc il y aurait un minimum d'attraction sur un public qui serait montré dans le cinéma. J'ai vu beaucoup de films comme ça que j'adore, que je trouve magnifiques. Alors c'est dans cette direction que je voulais aller moi-même. Alors, comment garder l'attention d'un public quand tu as le goût pour faire pour faire des choses très simples ou même disons très serein ou très avec une silence visuelle très explorée. Comment garder l'attention du public pendant plus qu'une heure était mon plus grand souci et mon plus grand défi. Et comme avec les films précédents, chaque projet que j'ai fait était plus difficile que je croyais. Je voulais chaque fois pousser mes limites. Une fois que c'est fini, ça a l'air facile. Je me dis, ah bon, c'était ça, c'était pas si difficile que ça. Mais en amont, ça avait l'air très difficile. Avec le long métrage, j'ai passé des années à écrire l'histoire. D'abord, un synopsis, juste deux pages, c'était bien. Les producteurs qui ont investi, qui sont au Japon et en France, ils étaient contents, ils disent oui, on aime bien ça, maintenant on va te donner un peu d'argent que tu puisses écrire le scénario. J'ai passé des mois à écrire le scénario, j'ai jamais écrit un scénario de plus que 2 pages. J'ai fait l'erreur que beaucoup de débutants font, j'ai commencé à écrire un scénario beaucoup trop élaboré, beaucoup trop de détails, beaucoup trop riche. Il aurait fallu 4 heures de cinéma pour raconter tout ça, et 4 heures assez ennuyeux pour être franc. Alors, mais je l'ai quand même fait parce que je ne savais pas que c'était une erreur. Et ça allait, mais pendant que j'écrivais, je réalisais, tiens, c'est pas moi d'écrire. C'est bizarre parce que je veux exciter le lecteur, je veux pas que ce soit plat, donc j'essaye d'écrire en bon anglais. Mais c'est quand même bizarre. Donc le côté visuel me manquait et d'ajouter quelques dessins a aidé, mais quand même d'utiliser les descriptions verbales, c'était bizarre. Mais en même temps, j'acceptais 100% que c'était le bon pas à faire. Et avec recul, je trouve toujours que c'était la meilleure chose à faire. Et avec ce scénario, j'étais chez les investisseurs et j'ai dit... voilà le scénario. D'abord, je l'ai raconté verbalement pendant 1h30. J'ai tout raconté par cœur et ils ont écouté. Et ensuite, je leur ai laissé le scénario, ils ont lu et ils ont dit très bien, allons-y. Alors, bon, il y avait quelques petits changements. Ils ont dit ça, on n'est pas sûr, etc. Mais en gros, ils étaient enthousiastes. Alors, je me suis dit, mais c'est super. Alors, peut-être que l'animatique prendrait pas tellement de temps non plus. Bon, c'était là que les difficultés commençaient vraiment. Parce que dès que je commençais à traduire l'histoire visuellement, et c'était un style qui n'était pas rapide à dessiner, il y avait des choses qui presque dès le début, qui montraient que ça ne marchait pas très bien. Je faisais des jolis plans, des jolis dessins, des jolies séquences, mais ça ne sentait pas bon. C'était pas très fort, c'était pas cohérent, je dirais presque, c'était un peu trop dans la tête et pas assez dans le cœur. Je ne parle pas de situation noir et blanc parce qu'il y avait un tas de morceaux que je sentais très bien, que j'aimais beaucoup. Donc je sentais que quelque part, j'allais dans la bonne direction. Mais les mois passés, les années passées, et chaque fois, je montrais une version infinie aux investisseurs et je dis voilà où j'en suis, qu'est-ce que vous pensez? Les investisseurs, surtout les Japonais, avaient très 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 bon sens de cinéma d'animation, des personnes très mûres dans le métier, et on avait des super bonnes conversations, et en même temps, ils disaient tout le temps voilà ce qu'on pense, mais c'est ton film, c'est toi qui décides, etc. Donc ils étaient très respectueux. Une situation privilégiée, je dois avouer. Et je continuais à lutter sur le storyboard. Et chaque fois que je faisais un plan qui était très joli, très réussi, ah non, mais ça entre pas vraiment dans l'histoire, je dois le jeter. Un autre plan joli, ah oui, celui-là, je peux le garder. Un autre plan moche, ah non, mais j'ai besoin de ce plan moche parce que sinon l'histoire ne marche pas. Mais c'est un plan moche, comment est-ce que je peux, etc., etc. J'espère que vous comprenez. Et à un moment donné, ça a duré tellement longtemps que les producteurs et moi, on s'est tous regardés et on s'est dit j'ai besoin d'aide, j'ai besoin d'un co-écrivain parce que
les artistes qui m'ont aidé sur le storyboard étaient super, étaient chouettes et tout ça. Mais en fait, ce qu'il me faut, c'est un co-écrivain. Et à ce moment-là, un problème de l'ordre de la narration qui se posait sans doute. Des problèmes de narration, Oui. parce qu'il y avait beaucoup de l'histoire qui était aboutie, mais quelques problèmes fondamentaux. Et je demandais à beaucoup de gens qu'est-ce que vous pensez, etc. Et chaque fois, tout le monde avait des idées excellentes, mais jamais assez excellentes pour vraiment les utiliser. Et finalement, j'ai travaillé pendant plusieurs mois avec un co-écrivain, une réalisatrice française relativement assez connue, Pascale Ferrand. Elle ne connaissait pas l'animation personnellement. Donc elle était très excitée de travailler avec un projet d'animation. Elle fait des films de prise de vue réelle et elle est co-scénariste sur des films d'autres personnes. Donc elle sait ce que c'est d'écrire pour un film. On s'entendait super bien. Elle avait un tas d'idées fantastiques. C'était une question de mesurer quelles étaient les bonnes idées, etc. Elle était aussi très intriguée de travailler sur un animatique parce qu'elle voyait ça comme un montage avant que le film ait été filmé. Et effectivement, c'est très riche. Donc, à part du côté narratif, elle était aussi curieuse déjà de traduire dans une langue cinématographique. Donc, dans ce sens-là, on travaillait bien ensemble aussi. Et après plusieurs mois, elle avait fini. C'était pas toujours facile, ni pour elle ni pour moi. Mais elle avait son projet qui attendait, qu'elle devait réaliser. Donc, à un moment donné, elle a quitté le projet. Le scénario était très avancé. Il fallait encore faire quelques changements après. Et finalement, on s'est tous dit, oui, ça sent bon. Mais il y a encore juste une chose. Il y a juste une chose qui ne marche pas. Je dois dire que c'est un film qui n'a presque pas de dialogue. Partiellement à cause de l'histoire, que souvent le protagoniste est seul, mais partiellement parce que c'est le choix que j'aime. Qui se retrouve dans tous vos films. Oui, dans les courts, c'est évident, mais dans le long métrage, c'est plus rare, mais pas du tout si rare que ça. Les illusionnistes, les films de Tati, etc. Et il y avait juste une chose qui ne marchait pas. Et finalement, un jour, j'ai reçu un téléphone d'un représentant des Japonais et il a dit on a encore réfléchi à ton film et on a une suggestion. Si tu laissais tomber tout dialogue, parce qu'il y avait juste une dizaine de phrases ici et là pour expliquer les choses élémentaires narrativement. Et je croyais toujours que ces phrases étaient essentielles pour expliquer. Et je croyais aussi qu'on peut très bien avoir juste quelques phrases de temps en temps, tant que c'est intégré dans le mouvement et dans le son, etc. Et quand il a dit ça au téléphone, j'ai dit, mais vous croyez que le film marchera sans ces explications? On peut l'expliquer autrement? Et il dit, oui, on croit que... Et j'ai regardé, et tout à coup, j'ai senti une vague de joie en moi. Je me dis, oui, on laisse tomber la conversation. Je ne voulais pas admettre à moi-même à quel point je n'aimais pas avoir ce dialogue dans le film. C'était pas un dialogue moche, mais c'est juste que ça jurait avec le reste du film. Et c'est tellement agréable de quelquefois de trouver une solution d'un coup à un problème, parce que souvent, il faut travailler minutieusement sur tous les détails. Et donc ça, c'était le dernier changement qu'on a fait. Je lui ai naturellement dit, je sens immédiatement, ma première réaction est très, très positive, mais je veux le laisser mijoter pendant quelques temps, une semaine, juste pour être sûr que ce n'est pas une réaction temporaire. Et c'était absolument pas une réaction temporaire. Au contraire, je ne peux pas m'imaginer dans le film avec un dialogue. Bon, ben, je crois que c'est une belle manière de finir ce rapide survol de votre parcours en termes de narration, disons, purement visuelle et d'écriture sans parole. Si vous avez quelques questions, je pense qu'on peut peut-être prendre 2 ou 3 questions. Dans une conférence sur la musique, Serge Besset, qui a fait la musique du Moine et le Poisson, nous montre un document que vous lui avez donné, très précis, avec chaque seconde en disant là, telle musique, il y a telle action, telle action. Comment vous travaillez exactement avec la musique, justement, même sur un film comme Père et Fille? Oui, je me rappelle ce document. Bon, une chose que je dois dire que beaucoup de gens qui connaissent des animateurs savent déjà très bien, on est tous des control freaks, on veut en fait de contrôler chaque aspect d'un film. Là, le film de Moine et le Poisson était conçu avec la musique en tête parce que je l'avais déjà entendu et j'avais choisi les meilleures parties de la folia de différentes sources. Je me dis, et j'ai donné ça aux musiciens, j'ai dit, ça c'est ma sélection, fais quelque chose de beau avec. J'ai aussi donné un storyboard avec des indications très, très détaillées de la longueur de chaque séquence et à quel moment il faut une silence entre les 2 parties de musique, etc.
Ça a marché parce que j'ai beaucoup pensé à la musique pendant le dessin. Ça aide, mais je ne vais pas tirer des conclusions trop générales. Là, ça aide si tu joues un instrument de musique ou si tu es musical avec ta voix, que je suis. Et que, en fait, une des raisons pourquoi je fais l'animation, c'est parce que je trouve tellement beau de combiner la musique et l'image ensemble. Donc, c'était une direction naturelle pour moi de penser très précisément à la musique pendant l'écriture du Moine et le Poisson. Avec Father and Daughter, pareil, mais là, la synchro était moins importante. Donc, j'ai parlé avec le compositeur Normand Roger à l'avance, pendant, mais c'est seulement à la fin quand toute l'animation était finie qu'il a composé la musique. J'ai logé chez lui pendant une semaine et il a composé pendant la journée, pendant que je faisais des promenades, et le soir, on parlait de la musique. Avec le projet que je fais maintenant, le long métrage, pour la première fois de ma vie, je n'ai pas la musique en tête, parce que c'est très différent. Ce n'est pas juste un film avec une musique, c'est un film avec parfois de la musique et parfois pas de musique. Et j'ai des idées vagues, mais je n'ai pas des idées précises. Alors c'est très différent tout à coup pour moi de ne pas penser à la musique quand j'écris l'histoire, mais c'est une nouvelle expérience, c'est un défi que j'ai accepté. La question, c'est si j'ai pas travaillé l'animatique avec la musique maquette. Et la réponse est oui, j'ai effectivement mis des morceaux que j'ai trouvés à gauche et à droite, et que j'avais la peine à trouver, mais que ça a marché, et ça donne déjà une indication. S'il y a eu une animatique sur le Moine et le Poisson, oui, il y avait une animatique, et c'est là où la musique était très réfléchie, justement, aussi. La question, avec Father and Daughter, est-ce que je sais où va le père dans ma tête? La réponse, dans un sens, est oui, je sais que on n'a pas besoin de le dire, on n'a pas besoin de le savoir. Ça paraît un peu arrogant, bien sûr qu'on veut savoir, et surtout quand je l'ai montré à des petits-enfants, il y en a qui ont dit « mais il va où ?» Et je comprends très bien que pour un enfant, c'est très urgent comme question. Là, c'était le choix de ne pas l'expliquer pour le simplifier l'essence de l'histoire le plus possible. Parce que s'il serait parti en uniforme ou avec une canne à pêche ou avec une valise, ou je ne sais pas, dès qu'on explique un tout petit peu, l'histoire marche toujours, mais on explique trop dans un sens. Alors je prends un risque énorme parce que si on n'explique pas assez, tout à coup tout peut chuter et ça devient un peu un film intéressant avec des bouts qu'on comprend et des bouts qu'on ne comprend pas. Et de toute façon, il y a toujours des membres du public qui comprennent tout, des membres du public qui ne comprennent rien et toute la gamme entre deux. Mais là, c'était un choix risqué et j'espérais que ça marcherait de ne pas expliquer pourquoi le père part. Vous avez un style graphique qu'on connaît, vous avez aussi un style, une manière d'animer où on connaît aussi, même ne serait-ce que juste dans un coin une tâche qui bouge, rien que ça, elle bouge exactement de la même manière que le moine ou que dans vos autres courts-métrages. Je me demandais, comme dans vos courts-métrages, c'est vous qui animez, mais sur un long-métrage, comment vous comptiez gérer, garder cette personnalité? Est-ce que vous comptez être très présent en tant que chef d'animation ou... Je comprends très bien cette question. J'anime toujours tout ou presque tout moi-même, donc j'ai un style d'animation personnel, mais avec un long métrage, évidemment, je ne peux pas animer, ou alors un strict minimum. Comment est-ce que ça va marcher? Effectivement, je ne vais pas animer et j'ai une équipe on doit beaucoup discuter ensemble, on regarde des exemples. L'animation aura un style qui sera un peu différent de ce que j'ai fait dans le passé parce que elle prendra le goût des animateurs individuels. Et le défi de moi, c'est d'une part de créer une union entre les différents styles, les différents animateurs, ce qui est relativement faisable, mais d'autre part de communiquer à eux quel est vraiment le feeling de l'animation que j'essaye de chercher. Et ça, c'est très difficile et très intéressant en même temps. Quelquefois, il y a des animateurs on a une idée de l'animation idéale, et quelquefois, il y a des animateurs qui font quelque chose de beaucoup mieux que j'ai dans ma tête. Alors, ce n'est pas toujours négatif. Il y a des très bonnes surprises. Mais à la base, il faut accepter qu'il y a des bonnes surprises et des surprises moins bonnes et toutes les variations entre deux. Merci beaucoup. Merci. Merci.